Podcast de la série Les réseaux pédocriminels n'existent pas, round 51, réseau Zandvoort. Des viols de bébés et des enfants torturés jusqu'à la mort. Avant de développer l'affaire Zandvoort, il est nécessaire de vous présenter Marcel Vervloosem. Cet ancien enquêteur privé s'intéresse déjà de près aux enfants fugueurs et disparus dans le cadre de son expérience professionnelle. En 89, en Belgique, aidé de quelques habitants et ami de sa commune de Morkoven, Marcel Vervloosem décide de créer l'association sans but lucratif Vergroep Morkoven National. Dans un premier temps, cette association est créée afin de lutter contre les violences infligées aux enfants de l'hôpital psychiatrique d'Anvers, le Algemeen Kinderziekenhuis Antwerpen Goed en Gels. Donc vous avez compris que c'est du côté flamand de la Belgique. Petite parenthèse, ce réseau Zandvoort, ça a été vraiment un révélateur pour beaucoup d'entre nous, et notamment par rapport au documentaire que Calzero avait fait dessus, par rapport au CD-ROM de Zandvoort, par rapport à Marcel Vervloosem. Et ce personnage, c'est vraiment quelqu'un qui nous a inspirés. Et voilà, ce réseau, il a vraiment une histoire. C'était la première fois avant Internet, pour de vrai, avant les emails, avant tout ça, quand les ordinateurs, tout le monde n'avait pas d'ordinateur, où on a vu vraiment voilà ce que c'était qu'un réseau, c'est-à-dire un réseau d'ordinateurs qui diffusait de la pédopornographie. Les gars étaient déjà très en avance. Ils se saisissaient des moyens technologiques dès que ça naissait pour faire. Aujourd'hui, on est 30 ans plus tard. Imaginez le développement que ça a pu prendre. Et, euh, et voilà. Et on pense à Marcel. Continuons. Son enquête révèle que des enfants du Centre public d'action sociale à Anvers passaient parfois des semaines dans des conditions inhumaines et ont été détenus au secret. Juste, ça rappelle tout à fait les pratiques qui se faisaient il y a plusieurs siècles dans le livre de Marion Sigaud qui s'appelle Les enfants perdus de l'hôpital général, la marche rouge, où pareil, les prémices de la DAS de l'époque, avant même la Révolution française, c'était déjà ça. On faisait ce qu'on voulait avec les enfants, on les trimballait, on les prêtait, ils disparaissaient. Vraiment, les pratiques se retrouvent. Continuons. Les actions de Morkoven ont cependant été difficiles, et victimes, témoins ont été enfermés dans un autre établissement où ils ont été complètement coupés du monde extérieur. Les plaintes ont été rejetées par le gouvernement. L'association a cependant poursuivi ses recherches et a constaté que certains jeunes ont été victimes d'abus sexuels. Son attention se porte ensuite sur une autre association située près d'Anvers, l'ASBL Ganumed. L'association anversoise Ganumed, dont l'objet social visait l'épanouissement des jeunes, elle recherchait notamment par petites annonces des enfants en vue de tournage de films pour la jeunesse. L'association Morkoven a découvert que Ganumed avait constitué plus de 400 dossiers reprenant les coordonnées et les photos des enfants candidats au tournage. Elle a remis ces dossiers à la gendarmerie des Rentals. Cette association, située près d'Anvers, dédiée officiellement à l'encadrement des mineurs, est en fait une association paravent qui permet à des pédophiles d'attirer très facilement de nombreux enfants vers eux pour les exploiter ensuite dans des tournages de pédopornographie. Alertée dès 90 par l'association Morkoven, la justice belge réfutera dans un premier temps ces accusations. En août 96, Jos Jacobs, président de Ganumed, fut arrêté suite à une saisie d'huissier de justice liée à des dettes d'impôts. Et là, devinez quoi, de nombreux films et photos pédophiles furent découvertes chez lui. Il fut à nouveau arrêté en février 98 pour suspicion d'attentat à la pudeur et viol d'au moins 2 garçons mineurs. Le procureur du roi d'Anvers aurait récemment requis contre lui une peine de 7 ans de prison ferme. Suite à une saisie pour impayé par un huissier de justice, au domicile du président de cette association, donc, les preuves ont été découvertes. Et il y a également eu donc l'affaire Thames-Mader. En 92, en poursuivant son enquête sur l'environnement de l'association, le Morkoven Vergroep met à jour un trafic d'enfants entre le Portugal et la Belgique, entre Madère, donc l'île portugaise, et Thames, la ville de Thames, en Belgique. Les recherches de Morkoven autour d'Harry Hermans ont révélé l'existence de ramifications avec des organismes s'occupant de jeunes, des sex shops, des bars et studios de tournage en Belgique, en Hollande, au Portugal, à Madère. Fut ainsi mis au jour un réseau de pédopornographie enfantine appelé donc le réseau Tamise Madère. Des personnes de diverses nationalités se rejoignaient dans le cadre de séjours organisés à Madère afin de se livrer à des relations sexuelles avec des enfants. Ces ébats étaient filmés et les images vendues à d'autres clients. À Thames, l'ancien détective privé identifie 2 plaques tournantes, le café Monty et le café Gaiety. Il décide de faire pression sur les proxénètes des 2 cafés pour obtenir d'eux plus d'informations. Il s'implique donc directement, il n'y a pas peur.
Le propriétaire du Monty, Dirk Taon, tente alors de retourner la situation à son avantage en portant plainte contre l'enquêteur pour chantage. Marcel Verblosem sera ainsi poursuivi, incarcéré 15 jours et finalement condamné pour chantage et escroquerie, grâce notamment à la production du casier judiciaire d'un homonyme de Marcel Verblosem. Dirk Taon reconnaîtra par la suite, devant une journaliste, qu'il avait produit un faux témoignage pour protéger l'un de ses amis. Marcel Verblosem, qui ne perd pas une seule occasion de poursuivre son activisme, a très intelligemment pris soin de compulser dans les murs du tribunal, ainsi que la loi l'y autorise, le dossier de l'investigation pénale menée contre lui. Il découvre ainsi qu'un officier de police hollandais a déposé au greffe des agendas, des centaines de photos et 27 vidéos à caractère pédophile, qui ne lui appartenaient pas. L'une d'elles, intitulée Madeira, retranscrite par écrit dans le dossier, incrimine Norbert de Risch, un citoyen belge. L'association Morkoven sait désormais que les autorités belges ont donc en leur possession toutes les informations pour enquêter sur le réseau Thames-Madère. Ils découvrent malheureusement qu'aucune investigation n'est menée pour identifier les criminels sur les cassettes et prend donc la liberté de photographier et de diffuser pour identification publique un des visages présents dans le dossier. Très vite, des retours permettent d'identifier Robert van der Natten, un pédophile hollandais. Comme précédemment, Verblosem fait le choix courageux de la confrontation directe, mais plus prudent, il se fait désormais accompagner de journalistes. Avec les RTBF, il va donc à la rencontre de van der Natten, qui, paniqué, tente de se défausser sur ses complices et lui remet la cassette en question, Madeira, sur laquelle figure Norbert de Risch. En 1997, il remet au policier portugais une copie de l'enregistrement en prenant bien soin d'être filmé par les journalistes pour médiatiser l'affaire. 5 ans après les premières révélations de la justice belge, les autorités portugaises se décident enfin à poursuivre les membres du réseau, en lançant des mandats d'arrêt internationaux. Sous la pression médiatique, la justice belge reconnaît officiellement l'affaire. De nombreux pédophiles sont arrêtés et 340 victimes sont identifiées dans ce dossier. L'affaire Zandvoort. Sur les traces de Manuel Schadwald. C'est un enfant allemand qui a disparu en 1993. Marcel Verblosem et l'association enquêtent de près sur un type appelé Lothar Glandorf, qui figure dans le dossier Thames-Madère et qui dirige le bar Le Pinocchio, à Berlin en Allemagne, un établissement spécialisé dans le proxénétisme des jeunes garçons. Je vous renvoie au réseau Amsterdam, où apparaît également ce Lothar Glandorf. Lothar Glandorf se fait assister dans ses trafics entre la Hollande et la Belgique par Robbie van der Planken, un ancien fugueur belge qui apparaît d'ailleurs sur la cassette Madeira. Ce dernier, lors d'une confrontation directe et filmée avec Verblosem, le met sur la piste de son amant, un pédophile hollandais du nom de Gerrit Ulrich. Celui-ci assure depuis son appartement à Zandvoort la diffusion commerciale de matériel pédophile au travers de son site internet Apollo. Alors pour ceux qui ne savent pas, Zandvoort est en fait une plage, enfin une ville balnéaire, qui est la plus proche de Amsterdam. C'est-à-dire que quand vous êtes à Amsterdam, le plus proche pour aller vous baigner, c'est Zandvoort. Vous faites même pas une demi-heure de route. Évidemment, il y a beaucoup de riches à Amsterdam qui ont leur maison là-bas. En se rendant sur place le 11 juin 1998 et en faisant pression sur lui, Verblosem obtient qu'il lui remette un premier CD-ROM de 8500 photos pédocriminelles, allant jusqu'à des viols de bébés et jusqu'à la mise à mort d'enfants, ce qu'on appellera par la suite le CD de Zandvoort. Gerrit Ulrich décide alors de prendre la fuite. Il est assassiné en Italie le 29 juin 1998, justement par Robbie van der Planken. Avant sa mort, il aura eu le temps de contacter par téléphone Verblosem pour lui indiquer une cache de son appartement qui dissimule d'autres documents. Sur les lieux, Marcel Verblosem récupère discrètement 20 autres CD et découvre que des agents des services de renseignement hollandais l'ont précédé et ont fouillé toute la maison. L'association Morkoven a désormais en sa possession plus de 100 000 photos. La justice hollandaise, qui a récupéré de son côté entre 100 000 et 200 000 autres photos, identifiera plus tard 472 visages, dont une vingtaine de victimes françaises. Fin juin 1998, donc, Marcel Verblosem détient donc 25 CD-ROM pédocriminels. Consciencieusement, il effectue dans un premier temps des copies du matériel. Dans un second temps, il informe la justice, mais, méfiant, lui demande des garanties. Le 14 juillet 1998, la chaîne hollandaise Nova diffuse un reportage autour du réseau Apollo et des récentes découvertes de l'association Morkoven. Marcel Verblosem sera immédiatement arrêté et mis en garde à vue par les autorités belges. Il sera ensuite inculpé pour détention de matériel pédopornographique. Donc c'est vraiment l'inversion accusatoire. C'est-à-dire que pour pouvoir faire en sorte que la justice n'enterre pas l'affaire, eh bien, il est obligé d'arriver à trouver du matériel dans un réseau, il fait le travail des enquêteurs, et puis finalement, quand il le donne à la justice, on dit que c'est lui en fait qui fait de la pédopornographie ou qui la diffuse. Extraordinaire. Le 22 juillet 1998,
À la sortie de sa garde à vue, il annonce qu'il est prêt à faire toute confiance à la justice belge pour démanteler le réseau, et il remet les CD-ROM aux autorités belges et hollandaises devant des caméras de télévision. Le procès-verbal de remise des CD-ROM est téléchargeable sur l'article de notre site. Alors juste une petite parenthèse, la première pour dire que cette inversion accusatoire, nous à Wanted Pedo, on l'a déjà subi. À une époque, on a voulu effectivement faire ce qu'on appelait les signalements du dimanche, c'est-à-dire qu'on mettait des sites internet pédopornographiques et on demandait aux gens de les signaler en masse à Pharos. Et en fait, notre site a été suspendu par la procureure en disant que nous faisions de la diffusion de liens. Extraordinaire quand même, hein, la mauvaise foi. Du coup, on a trouvé un petit subterfuge on changeait les adresses et puis ça allait bien. Vous vous doutez que l'efficacité d'effacement des sites a été très 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 faible. On a fait ça 52 semaines sur une année et puis pour montrer à tout le monde que Pharos ne faisait rien. Et puis on a arrêté parce que ça prenait du temps quand même. Deuxième chose, on peut faire un parallèle dans ce que je viens de dire avec l'affaire décédée de Zandvoort, avec par exemple l'affaire de Villefontaine en France. L'affaire de Villefontaine où Romain Farina, cet instituteur qui a agressé sexuellement des enfants dans sa classe, qui avait été muté plusieurs fois, qui était franc-maçon dans une loge. Ce monsieur, et qui s'est suicidé en prison opportunément avant le procès, voilà, suicidé avec 3 guillemets. Eh bien, ce monsieur, on a trouvé lors de la perquisition, les policiers ont trouvé lors de la perquisition, je crois que c'était dans les combles, ou caché dans son grenier, quelque chose comme ça, des disques durs avec énormément de matériel, avec des enfants de son école, des enfants d'autres personnes, des adultes reconnaissables, etc., etc. Il n'en est rien sorti. Ok. Reprenons. Donc il donne ses CD-ROM à la justice, et devinez quoi, à la fin de l'été 98, aucune suite judiciaire n'a réellement été donnée au dossier Zandvoort en Belgique. Le dossier Vervlozem va curieusement intéresser et mobiliser beaucoup plus la justice belge. L'activiste est toujours poursuivi pour chantage dans l'affaire Thames Madère et détention de matériel pornographique dans l'affaire Zandvoort. Plus grave, le 10 septembre 1998, au lendemain d'un reportage sur l'affaire Zandvoort diffusé sur la chaîne de télévision RTBF, des plaintes sont déposées contre Marcel Vervlozem pour attouchement et viol sur mineurs, dont certaines par des habitants de Morkoven, même son village, ainsi que par le propre demi-frère de Marcel Vervlozem. Vous voyez un peu ? Par la suite, ils seront nombreux à se rétracter. Un jeune reconnaîtra dans une déposition avoir reçu 375 € pour mettre en cause Marcel Vervlozem. Magnifique. 4 médecins attesteront auprès des juges de l'impossibilité physique des viols du fait de l'état de santé déjà très fragile de Marcel Vervlozem. N'empêche, l'enquêteur est désormais poursuivi carrément pour pédophilie. A noter que Marcel sera également poursuivi pour diffusion de matériel pédopornographique et violation de la vie privée suite à la réalisation d'affiches destinées à alerter la population belge. Dans la nuit du samedi 14 novembre 1998, une militante du Morkoven Group, Gina Barner, meurt au volant de son véhicule, peu de temps après avoir transmis une copie du CD-ROM de Gerrit Ulrich au CIDE, le Comité international pour la dignité de l'enfant, à Lausanne en Suisse. Les freins ont lâché. Technique de sabotage bien connue. On ne sait pas s'il y a eu une expertise, on ne sait pas quelles sont les conclusions de l'enquête. On suppose qu'il n'y a rien eu. Le 11 avril 1999, l'association Morkoven transmet des copies de plusieurs CD-ROM au roi belge Albert II, à son procureur général et au gouvernement français. Le cabinet de Jacques Chirac accusera réception, indiquant avoir transmis le CD-ROM au garde des Sceaux. Le 12 avril 2000, Elisabeth Guigou, alors garde des Sceaux, déclarera pourtant à la télé ne pas être en possession du matériel de Zandvoort. Alors en plus, on a même une vidéo filmée où Marcel Vervlozem remet les CD en main propre au sein du ministère de la Justice à un représentant de Madame Guigou. Ok ? Finalement, après l'ouverture d'une enquête en France, et malgré l'identification de 42 enfants par les familles, donc les gens sur les photos pédopornographiques, on extrait les portraits, les gens reconnaissent leurs enfants, okay, c'est votre enfant, vous le voyez, vous dites c'est mon enfant, tout le monde peut y comparer les portraits, c'est une évidence. Un non-lieu sera rendu en 2002, 42 familles, puis un classement sans suite en 2003 par la juge Danielle Ringot. En 2008, le procureur général belge de son côté répondra que les pièces ont disparu du dossier. Marcel Vervlozem est finalement condamné en juillet 2001 à 7 mois de prison avec sursis pour imprudence dans le traitement de ses dossiers dans l'affaire Thames Madère.
Alors les pièces qui disparaissent du dossier, je vous renvoie au podcast consacré aux disparus de Lyon. C'est un classique. Hein. En fait, il y a des oubliettes il y a des puits creusés dans les palais de justice, et puis une fois de temps en temps, il y a des gens ils jettent les classeurs dedans. Hein. C'est comme ça que ça marche, bien sûr. La blague. À partir du printemps 2004, puis en 2006 et enfin en 2008, Marcel Verblosem donc va comparaître pour possession et diffusion de matériel pédophile, escroquerie et viol. Le juge désignera comme psychiatre expert le professeur Cousins, déjà mis en cause dans la première affaire traitée par l'association Morkoven à l'hôpital psychiatrique God Angels d'Anvers. La blague, pas de conflit d'intérêt, non, non. Le test de polygraphe, détecteur de mensonges, demandé par le juge, lui, sera enterré. Eh oui, on suppose que il allait dans le sens de dire que Marcel disait la vérité. Le 24 juin 2008, il est condamné à 4 ans de prison ferme pour 2 viols sur enfants et innocenté de 10 autres viols. Donc vous imaginez, il y avait 12 accusations contre lui, soi-disant. Il est incarcéré définitivement le 5 septembre 2008. Marcel a survécu jusqu'à présent malgré de nombreuses interdictions d'hospitalisation alors qu'il était lui-même, il avait une maladie assez grave et avait besoin d'un traitement. Il était entre autres difficultés de santé, donc insulinodépendant, donc diabétique, déficient rénal, et il devait lutter contre un cancer avec déjà des métastases. Et on lui interdisait de se soigner, on lui a interdit d'avoir les médicaments dont il avait besoin. Donc en fait, le gouvernement belge a tout fait pour qu'il meure en prison. C'est incroyable. Jan Boykens, président du Morkoven Werkgroep, annonce en février 2010 que tout contact, visite, courrier, téléphone avec Marcel leur est désormais interdit. Il accuse le ministère belge de la Justice, Stéphane Declercq, déjà partie prenante dans le traitement de l'affaire Zandvoort, d'être responsable directement de cette situation. Alors entre-temps, évidemment, là on est en 2010, l'affaire Dutroux est passée par là. On parle bien des mêmes gens. Hein. La Belgique, je vous rappelle que il y a quelques millions d'habitants, hein. C'est gros comme une région française, c'est vraiment très petit. Hein. Le réseau dit de Zandvoort, donc, venons-y un peu plus en détail. On se demandait qui produisait ces images. Eh bien, il existe des sortes de studios, comme par exemple celui qui a été démantelé en Ukraine en 2004. Une pseudo-agence de mannequins recrutait des gamines de 8 à 16 ans pour leur faire tourner des films à caractère pornographique. 1500 enfants seraient passés par cette agence. Mais on a aussi des réseaux chez nous, donc comme le réseau Zandvoort, avec des milliers d'images pédos à partir de la Hollande, dont certaines productions sont maison. C'est-à-dire que les gens partageaient leur... faut reprendre ces années 90. C'est encore l'époque où on faisait des photos en argentique, où on se partageait les photos, où on les scannait. Voilà, c'était vraiment les cassettes VHS, les magnétoscopes. Voilà, tout ça, renseignez-vous pour les plus jeunes. Donc c'était vraiment des réseaux, on va dire confidentiels, de peu de gens sous le manteau, et ça valait très cher. Aujourd'hui, on est dans des échelles complètement différentes. Hein. Le moindre Pékin pédo qui sait se débrouiller avec un ordi, avec un VPN, avec Tor et avec le Darknet, il télécharge gratuitement des millions de photos. Gratuitement. Ok. Et des milliers de vidéos, évidemment. Donc, imaginez un peu face à quoi on a affaire aujourd'hui. Mais continuons. Avec cette affaire, on sombre donc dans le fond du glauque. Pour tenter d'être à peu près compréhensible, il vaut mieux prendre les événements dans l'ordre. Car ce qui est frappant dans cette histoire, comme dans beaucoup d'autres affaires, c'est l'incroyable lenteur de la machine judiciaire, doublée d'une obstruction sans pareil. Donc l'affaire Zandvoort, donc, éclate en 98 quand Marcel, fondateur de l'association belge Morkoven, donc présente le CD à la police. Donc le premier CD, il y a 8700 photos d'enfants, parfois des bébés, victimes de viols et d'actes de barbarie. Certains enfants ont probablement été drogués avant de subir ces actes car ils ne réagissent carrément pas, ou peu, et on le regarde carrément dans le vide. Verblosem, qui enquêtait donc sur la disparition, a eu ces CD donc des mains de Gerrit Ulrich, le Hollandais donc qui gérait tout ce réseau de production et surtout de diffusion. Il avait 8 ordinateurs, c'était ça le réseau Apollo, qui tournait en permanence à son domicile. Il se sentait menacé, donc en fait il a tenté de se couvrir en accusant surtout les autres membres du réseau et en lui remettant les CD. On précisera donc que le nom Apollo est aussi le nom du voilier qui avait un patron de bar du réseau Thames Madère qui vendait comme ça des croisières où on partait sur le voilier Apollo pour aller jusqu'à Madère pour violer des enfants. Formidable. Et donc c'est le même nom que le réseau d'ordinateurs de Gerrit Ulrich. On pourra également signaler donc en 2006, dans le même genre, l'opération Koala qui a été menée par Europol et qui est pour retrouver des clients d'un site pédophile italien et des petites productions de Pascal Taverne, EI.
qui a permis d'arrêter en France un certain Dr Chung, 71 ans, et son pote Malgarini, 51 ans, pour avoir eu des relations sexuelles tarifées. Donc par exemple, c'était 5 $ pour un enfant de 8 ans, avec des mineurs de moins de 15 ans en Thaïlande et au Cambodge entre 2003 et 2007. Bien entendu, les deux filmaient leurs exploits, mais il faut bien le dire, chez nous, très peu de pédophiles ont été inquiétés. En tout, seulement 21. Et au total, seulement 92 ont été arrêtés en Europe suite à l'opération Koala. Mais en dehors de ces rares arrestations, l'affaire s'est conclue en France par un non-lieu en 2003, faisant passer toute l'enquête à la trappe. On peut aussi signaler le fameux pédophile avec un très grand réseau l'anglais qui s'appelait Warwick Spinks, qui a pris 50 prisons en 1994, mais a été libéré sans condition, qui n'ont pas été respectées évidemment en 1997. Et lui faisait partie justement de ce réseau aussi, Thames Madère, et on a vu qu'il était en contact avec des membres de ce réseau, notamment Glandorf. Spinks était devenu un pro dans le commerce de jeunes enfants, dans les bordels et des appartements hollandais, et des images pédopornographiques, parfois hyper trash, vendues pour plusieurs à des prix tels que 5000 $ la photo, un tarif qui ne concerne plus les prolétaires. Il a pu s'acheter de nombreuses propriétés un peu partout dans le monde avec cet argent. Un jeune qu'il a bien connu a raconté avoir vu la vidéo du viol et de la mort d'un enfant, le tout filmé par Spinks et ses copains alors qu'ils étaient dans un bateau. D'autres vidéos de ce type sont mentionnées par différents témoins dans cette affaire. Au final, on a soupçonné Spinks des meurtres de 5 garçons. Spinks, comme certains de ses congénères britanniques, faisait tourner des bars gays à Amsterdam dans lesquels il faisait venir de jeunes garçons venus de Cardiff et de Londres, puis des pays de l'Est après la chute de l'URSS. La police hollandaise a estimé qu'environ 250 pédophiles gravitaient autour de ces bars. Étrangement, les Hollandais ont dit à Scotland Yard qu'ils n'enquêteraient pas là-dessus, donc la police hollandaise, et les polices locales d'Angleterre non plus, faute de moyens, disait-on. Bref, libéré sans condition au bout de 2 ans et demi, Spinks a disparu de la circulation et il est toujours en fuite. Donc en conclusion, nous avons bien une sorte de nébuleuse de sites de réseaux pédophiles, une multitude d'enfants victimes dans le monde entier et une omerta quasi totale, hormis sur quelques types qui se font coincer à télécharger ces images. Nous allons voir dans les parties suivantes qu'il y a en outre une farouche obstruction judiciaire dans de nombreuses affaires où on refuse de voir quelque réseau que ce soit, malgré les évidences. Revenons sur l'affaire Manuel Schadwald. Puisqu'elle est étrangement revenue dans l'actualité, on va reparler de Manuel Schadwald. Ce dossier est très intéressant. Notamment parce qu'il montre que les réseaux pédophiles anglais, belges, hollandais, français et allemands étaient tous reliés les uns aux autres. Il montre aussi comment les autorités étouffent un dossier qui risquerait d'éclabousser des gens très haut placés dans la hiérarchie, jusque dans les familles royales. L'affaire Manuel Schadwald, on a déjà eu l'occasion d'en parler quand on a vu les liens, donc le podcast sur les réseaux Amsterdam. Et également, quand on a abordé Snuff Movie, je vous renvoie à celui-là. La presse allemande s'est en effet interrogée cette semaine au sujet d'un lien éventuel entre Marc Dutroux et la disparition de Manuel Schadwald, un garçon disparu qui avait 12 ans et disparu en 1993 à Berlin, alors qu'il se rendait dans un parc d'attractions. Une équipe du quotidien allemand Die Welt, donc qui est un peu comme Le Monde en fait, un quotidien de référence en Allemagne, a travaillé avec des confrères hollandais du Allgemeine Dagblad sur ce dossier qui n'a jamais abouti car depuis 22 ans on ignore, du moins officiellement, ce qu'il est advenu de ce garçon. Pourtant, toutes les pistes étaient claires, que ce soit celle qu'a remontée l'association Morkoven ou celle qu'ont suivi les renseignements hollandais, elles aboutissaient toutes sur le réseau pédophile d'Amsterdam. Or, ce réseau était au centre d'autres réseaux internationaux, dont les Anglais, notamment parce que nombre de pédophiles anglais se sont expatriés à Amsterdam dans les années 80-90. L'un des plus fameux donc était Warwick Spinks, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Cette nouvelle enquête, menée par des journalistes, a abouti à un yacht, donc appelé Apollo, sur lequel Manuel Schadwald aurait été tué. Ce seraient des sources internes au renseignement des Pays-Bas qui l'affirment en off. Justement, cette info n'est pas des plus fraîches et on a déjà pu faire le lien entre les réseaux belges et hollandais. Regina Louf, notamment, je vous renvoie au podcast sur l'affaire Dutroux, était un des témoins clés qui a parlé du réseau belge et elle mentionnait une clique de tarés jusqu'au plus haut sommet du pays, amateurs de torture et de meurtre d'enfants. Les médias et la justice ont préféré la déclarer folle, quant à la justice. Donc elle a passé des années à tenter de décrédibiliser son témoignage. Donc c'est les fameux témoins X de l'affaire Dutroux. Ce qui semble particulièrement vain quand on a le dossier sous les yeux, et il est sorti sur Wikileaks, il est téléchargeable dans l'article du podcast donc de l'affaire Dutroux, et où il y a tous les témoignages. Il y a plus de 1200 pages. D'ailleurs, l'opinion publique ne s'y est pas trompée, à peine 20% des Belges croient que la vérité judiciaire correspond à la vraie vérité dans cette affaire, selon un sondage récent du quotidien Le Soir.
Regina Louf avait par exemple parlé d'une partouze avec des mineurs à laquelle elle était présente, et qui se serait déroulée sur un yacht appelé le Jumbo 6, qui appartenait justement au prince Bernhard des Pays-Bas, l'un des fondateurs du groupe de Bilderberg et un ancien nazi. On peut rappeler également que c'est en Hollande où le lobby international qui avait pignon sur rue pédophile, l'IPCE, avait une association porteuse qui s'appelait Martinj et qui, pendant presque 10 ans, a eu le droit de citer, était une association qui faisait l'apologie de la pédophilie. Et dans ce grand pays très libertaire, où on fait ce qu'on veut, etc., eh bien, effectivement, le lobby a pu agir en toute liberté et réunissait d'autres lobbies, d'autres pays. Et on a notamment les newsletters de cette association qui envoyait à tout le réseau des pédophiles européens, qui avait des assemblées générales, qui diffusait du matériel, des petites annonces, etc. Voilà, on a tout ce matériel en anglais, et il faudrait qu'on s'y mette, il y a 400 pages pour faire un gros article dessus. Voilà, ça viendra un temps où on arrivera à le faire. Les dernières révélations. Le 11 juillet, Die Welt apprenait donc à ses lecteurs que Manuel Schadwald avait probablement été tué sur un yacht aux Pays-Bas, donc, après avoir été emmené à Rotterdam et Amsterdam, dans des bordels liés notamment au réseau belge. Les sources viendraient donc des services hollandais et aussi de l'AIVD. Mais le discours officiel est qu'on n'est pas sûr que c'est Schadwald et qu'il était toujours aux Pays-Bas. Mais il est vrai que les autorités se sont toujours attachées à nier l'existence d'une quelconque piste hollandaise dans l'affaire Schadwald. Au cours des années 90, plusieurs témoins avaient déclaré avoir vu Manuel à Rotterdam et Amsterdam, ainsi que dans une zone maritime, celle où il aurait été tué, qui s'appelle Lichselmeer, au nord d'Amsterdam. Le journal allemand nous dit que le yacht Apollo, sur lequel Schadwald a été vu, était fréquenté justement par Gerrit Ulrich, le pédophile allemand, donc avec le réseau du même site à Zandvoort. Ulrich fréquentait ce yacht, mais il n'en était pas le propriétaire, et il est mort en 98, donc en Italie. D'après les sources des journalistes, il existerait une note dans les dossiers des services secrets mentionnant un jeune garçon allemand tué sur un bateau, rapport à la vidéo dont on vous a parlé plus haut. Mais l'affaire a été étouffée parce qu'il y avait des personnes influentes à ce moment-là sur ce bateau. C'est d'ailleurs cet étouffement que le titre le quotidien Bild. D'après la presse allemande, Manuel a été la victime de jeux sexuels qui auraient dérivé jusqu'à sa mort, et la dernière fois qu'il aurait été vu, c'était justement dans l'Isselmeer. Les journalistes de Die Welt ont aussi interrogé Jean Lambrex, le père d'une des victimes connues de Dutroux. Et il a expliqué, je cite, « Ils veulent nous faire croire, ainsi qu'à l'opinion publique, que Dutroux était un assassin solitaire, mais ce n'est pas vrai. Nous avons beaucoup de preuves qui suggèrent qu'il faisait partie d'un réseau qui n'existait pas seulement en Belgique. » Fin de citation. On peut également citer rapidement, dans l'affaire Outreau, les enfants parlent tout à fait d'une maison en Belgique, de gens qui venaient de Belgique, etc., qu'on les avait emmenés là-bas. Et puis voilà, tout ça s'est passé à la trappe. On a attendu 2 ans avant d'essayer de retrouver la maison, il n'y avait rien dans la maison, enfin, tout ça est une farce. On continue. Il a aussi évoqué de nombreuses pistes qui mènent vers l'Allemagne et les Pays-Bas. Des gens qui sont couverts par les autorités jusqu'à présent à parler de pression sur les personnalités avec la pédophilie, donc de chantage. Je vous renvoie à l'affaire Epstein, par exemple, où on voit que c'est une coutume, une pratique banale des services secrets que de faire chanter les gens avec des relations sexuelles normales, notamment de la tromperie, des prostituées, mais avec un échelon de plus, avec des enfants, là où les gens sont bien plus tenus. Le journal rappelle que Dutroux lui-même avait évoqué un système plus complexe. Dutroux a aussi été aperçu dans les bars à pédophiles des Pays-Bas, dans ce minuscule petit milieu de la pédopornographie, notamment en compagnie de Lothar Glandorf. Donc vous imaginez, il est évident que Dutroux est en lien avec ses réseaux Amsterdam et ses réseaux belges, etc. et anglais. Tout comme ses concitoyens, Jean Lambrecht ne pense pas qu'il verra un jour éclater la vérité sur la mort de sa fille, parce qu'il sait que certaines personnes influentes n'ont pas du tout intérêt à ce que ce soit le cas. Donc on a déjà vu comment l'affaire Dutroux a été étouffée, dossier après dossier, puisque l'affaire a été saucissonnée en plusieurs parties, afin d'éteindre les départs de feu les uns après les autres. À ma connaissance, on n'a pas interrogé Dutroux, qui était pourtant incarcéré depuis 1996, ni dans le cadre des fichiers de Zandvoort, ni dans celui de l'affaire Schadwald. Alors ce que l'on savait déjà, dans les années 90, il y avait déjà des pistes,
Notamment, le journal allemand Focus évoquait déjà l'histoire de Snuff Movie, au cours duquel peut-être Schadwald aurait été tué. À cette époque, donc, les Pays-Bas, c'était vraiment le paradis des pédocriminels, avec les lois les plus laxistes d'Europe en la matière. Quand l'Angleterre a durci sa législation sur la pédopornographie et que divers groupes de pédophiles ont été condamnés, beaucoup d'entre eux ont donc émigré vers les Pays-Bas. Selon une déposition d'un membre de l'association Morkoven à la police, je cite, il était clair que Lothar Glandorf était très important dans le trafic d'enfants, tant en Allemagne qu'aux Pays-Bas. Fin de citation. Glandorf avait été mis sous observation par la police, et il s'est avéré que des enfants de 11-12 ans défigeaient chez lui. Robbie van der Planken, donc l'amant de Gerrit Ulrich, avait détenait des parts sociales dans le bar de Glandorf, et ils allaient aussi régulièrement donc en Allemagne et en Californie. On peut même ajouter qu'au moment où l'association prend les premiers contacts avec Robbie van der Planken, qui est en fait une ancienne victime et qui est devenu fournisseur à l'âge adulte, il prend énormément la pression, il se rend pas compte qu'il est protégé, et il aurait même déclaré en fait qu'il était responsable lui-même de l'enlèvement de Manuel Schadwald, des aveux qui ont été enregistrés en vidéo et transmis aux autorités allemandes. Vous pourrez lire un extrait de cette audition du 27 mars 2001 de la part des enquêteurs belges de la cellule de Neuchâteau qui travaillaient sur l'affaire du trou et qui mettent en lien donc justement des histoires de CD, de Gerrit Ulrich et de Robbie van der Planken. Je vous laisse aller sur l'article pour lire ça si ça vous intéresse. Il y a également la piste Joris de Mink. Donc là, il y a tout un podcast qui est consacré à ce monsieur qui était ministre de la Justice hollandais. Et donc vous pourrez voir les liens entre Joris de Mink, entre les réseaux anglais et les protections qu'il a pu avoir à l'époque où il était ministre de la Justice hollandais, et également avec la République tchèque où justement Warwick Spinks a été vu. Il y avait des bars justement à Prague où il y avait de la prostitution de mineurs. On peut signaler également que déjà dans les années, un peu avant les années 2000, 3 garçons qui avaient fui Glandorf ont déclaré à la police qu'ils avaient croisé un jeune qu'ils avaient reconnu comme étant Manuel Schadwald. Mais évidemment, il travaillait sous un autre nom. Des officiers hollandais sous couverture l'auraient aussi reconnu, selon les journalistes locaux. En 1998, une émission hollandaise a remonté la piste de Lothar Glandorf qui, selon cette enquête, qui reprenait les sources de la police allemande, a prostitué Manuel dans des bars à Rotterdam. En 1996 et 1997, suite à des filatures, mises sur écoute et autres perquisitions, quelques-uns des pédophiles du milieu hollandais ont passé un peu de temps en prison, mais il n'a évidemment jamais été question de réseau. Sur une radio hollandaise, Marcel Verblozem avait aussi parlé d'une vidéo qu'il aurait vue qui existerait du meurtre du garçon en présence de Joris de Mink justement sur ce bateau. Et on se doute bien que c'est ça le problème en fait, c'est que cette vidéo elle existe, que tout le monde l'a eue et que personne ne l'a sortie. Quand je dis tout le monde, c'est les services secrets, enfin la police hollandaise, la police belge, et que sur la vidéo, il y avait des gens qui auraient pas dû y avoir, entre guillemets, parce qu'ils étaient trop importants pour que ça puisse tomber, quoi. Donc notamment Joris de Mink, mais a priori d'autres gens aussi. Joris de Mink, il a notamment été accusé d'avoir violé pas mal de mineurs en Turquie. Je vous renvoie à l'article en question. On peut également citer, d'après d'autres sources apparemment officielles, les autorités hollandaises craignaient que l'affaire du meurtre de Schadwald sur l'Apollo ne serve à faire pression sur le pays vu les gens qui y étaient. On avait peur qu'a priori les noms qui étaient cités, c'était donc Joris de Mink, c'était Gérard Spong, un avocat très médiatique, c'était Kees Lunshoff, un journaliste décédé en 2007, c'était Léo Van Gasselt, un comptable chez KPMG décédé en 1997, qui était le propriétaire justement du yacht, et a priori du prince Bernhard, donc de la famille royale hollandaise, qui aurait été balancé dans le cadre de cette affaire. Donc vous doutez bien qu'il fallait vite étouffer l'incendie. D'ailleurs, on retrouve dans les carnets de notes de Gerrit Ulrich le nom de Van Gasselt, qui était une de ses relations. Notamment des informations de l'AIVD. On sait aussi que Gerrit Ulrich donnait des cours de voile à des gamins sur l'Apollo. Donc vous imaginez que si on vous prête un bateau à voile, c'est que vous connaissez cette personne relativement bien. Et en effet, a priori, Van Gasselt avait été l'amant d'Ulrich jusqu'à sa mort.
Et puis après, c'est Van der Plancken qui s'était installé chez Ulrich et qui l'avait aussi recruté comme salarié pour sa boîte informatique, donc sa couverture, qui en fait était un réseau de diffusion de pédopornographie. On peut noter également que Van Gasselt était aussi lié à une importante fraude financière liée à son entreprise, KPMG, et que via Van Gasselt, des cadres de KPMG étaient parfaitement au courant de l'existence du réseau pédocriminel local, ce qui a probablement permis d'éviter un scandale en faisant pression sur les autorités, prêtes à tout pour étouffer cette affaire. Et oui, puisqu'il y avait donc d'autres casseroles qui pouvaient sortir. Revenons à Manuel Schadwald et à l'article de Die Welt avec la piste du beau-père. Donc a priori, Rainer Wolf, le beau-père de Manuel Schadwald, aurait travaillé pour la Stasi, donc les services secrets de l'Allemagne, l'ex-Allemagne de l'Est, russe à l'époque, les services secrets est-allemands. Il y a des témoignages, notamment celui d'un ancien du KGB, qui a déclaré que Wolf faisait du trafic d'enfants pour coincer des personnalités politiques ou des industriels. Ceci dit, on ne comprend pas bien pourquoi il aurait utilisé son propre beau-fils. Mais bon. Wolf aurait admis lui-même qu'il a été recruté par la Stasi alors qu'il était incarcéré à Berlin-Est. Et il aurait travaillé pour cet organisme de 80 à 86. Il a été chargé aussi d'espionner les opposants politiques. Au sujet de cet agent de liaison entre le KGB et la Stasi, la Fondation Princesse de Croix déclarait. Donc la Fondation Princesse de Croix, c'était quelqu'un qui essayait d'aider le Markoven-Werk Group et qui l'a soutenu pendant longtemps. Donc Ivan Gotz, l'ancien agent du KGB et de la Stasi, dont on retrouve effectivement le nom de code Grigory dans les dossiers concernant Rainer Wolf, explique « J'avais pour mission d'évaluer Rainer Wolf sur le plan psychologique, et je devais juger s'il était apte à remplir une certaine fonction auprès de la Stasi. C'est seulement bien plus tard que j'ai appris que, suite à son émigration à RFA, mise en scène par la Stasi, en 84, et sur ordre du département d'espionnage à l'étranger des services secrets de la RDA, Wolf a fait chanter des hommes d'Europe de l'Ouest impliqués dans des affaires de pornographie infantile. » Ok. Donc c'est vieux comme le monde. C'est avant la chute du mur de Berlin, donc en 90. Très vite, des accusations ont été portées contre Wolf. Par exemple, un ancien prostitué a déclaré qu'il avait vu Rainer Wolf au Pinocchio, le fameux bar pédophile à Berlin, qui a été fermé au moment de l'affaire et qui était fréquenté également par Lothar Glandorf, où il y avait des enfants de 12-13 ans qui étaient prostitués. D'après Die Welt, qui est quand même un journal très sérieux, la Stasi qui était faisait chanter ou manipuler diverses personnalités du type politicien, juge, grand patron d'industrie, qu'elle coinçait avec des affaires de pédocriminalité. On sait bien que cette technique n'est pas l'apanage de la Stasi, au contraire, c'est le b.a.-ba des relations diplomatiques, semble-t-il. Quoi qu'il en soit, selon le quotidien, c'est pour cette raison qu'on a un Rainer Wolf, lié à la Stasi dans cette affaire, et a priori qui aurait même joué un rôle clé. La presse allemande s'est même demandé en 2003 si Dutroux n'avait pas lui aussi travaillé pour la Stasi. Bon, ça reste une hypothèse. Il est clair que l'affaire Manuel Schadwald est sensible, et qu'il ne serait pas étonnant qu'on allume un contre-feu un jour ou l'autre. Une chose me semble certaine, donc tous les services de renseignement occidentaux doivent avoir ce dossier. Et on va finir, hélas, par le plus tragique ou ridicule des dossiers Zandvoort. Donc, quand Markoven a diffusé les CD de Zandvoort auprès des polices donc françaises, belges, hollandaises et allemandes, via des intermédiaires, les autorités ont été très embêtées. En Belgique comme en France, on nous a dit que les images étaient vieilles et qu'elles ne concernaient pas des enfants nationaux. Écoutez bien. Les Pays-Bas, eux, ont classé le dossier en l'espace de 9 mois, et on s'est aussi aperçu que toutes les données concernant cette affaire ont été effacées par erreur des serveurs de la police. Quand même. En Italie, par contre, une opération anti-pédoporno a été lancée au Danemark et a permis de remonter jusqu'à un dénommé Marzola, un Italien qui tournait du pédoporno souvent très violent et qui était en contact avec un brave père de famille belge, donc Pascal Taverne, qui violait et torturait ses 2 filles autistes devant la caméra, s'assurant ainsi de confortables revenus. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. L'Italie a dû faire pression pour que Taverne soit arrêté, et la presse n'en a pas parlé, ce qui a amené certains à se demander pourquoi il avait bénéficié d'une telle protection. Et les images de ses filles se sont retrouvées aussi parmi les fichiers de Zandvoort. En outre, il n'a été poursuivi que pour des faits d'agression sexuelle, alors qu'on a les preuves filmées de viols commis dès les âges de 5 ou 6 ans sur ses filles, en plus par personne ayant ascendant. Les carnets d'adresse de Gerrit Ulrich mentionnaient aussi un certain Jacques Delbouille, qui avait fait quelques jours de prison en préventif dans l'affaire du CRIS. Je vous renvoie au podcast de l'affaire CRIS UNICEF. Vous voyez, on retrouve, c'est incroyable à quel point c'est tous le même réseau.
Donc c'était un réseau de studios de tournage de films pédopornographiques qui était carrément basé dans les locaux de l'UNICEF à Bruxelles. À cette époque, quand on avait attrapé les gens dans cette affaire du Chris, sans faire référence évidemment au réseau Zandvoort, ils avaient quand même saisi 15 mètres cubes de matériel pédopornographique. 15 mètres cubes. Alors oui, une cassette VHS c'est gros, mais enfin quand même. 15 mètres cubes, ça fait beaucoup. Finalement, c'est Marcel Vervlozem qui a été poursuivi et même emprisonné pour pédophilie, effectivement. En Allemagne, le procureur de Berlin, Hans-Jürgen Karge, a déclaré que les disparitions d'enfants ne le concernaient pas. Bah oui, bien sûr. En France, le procureur des mineurs, Yvon Talek, a affirmé devant caméra qu'il n'y avait pas de problème car les enfants sur les images étaient consentants, et leurs parents aussi, et qu'en plus ils étaient tous étrangers, donc on pouvait rien faire, et les images étaient anciennes. Circuler, il n'y a rien à voir. Pour M. Talek, il fallait donc minimiser l'importance de ce dossier. Pourquoi M. Talek a-t-il menti? Pourquoi a-t-il minimisé l'affaire au point qu'elle finisse par un non-lieu en 2003? Il y a certainement beaucoup de choses à apprendre sur ce personnage. Enfin, je vous rappelle quand même, on avait des milliers et des milliers de photos d'enfants et d'agresseurs. On aurait pu faire travailler des brigades là-dessus pendant longtemps. Bref. Mais allons au bouquet final. On parle quand même d'une vingtaine de familles françaises qui ont dit avoir reconnu des proches sur ces fichiers, dont par exemple Patricia Poupard, la famille de Cécile Bloch, ou 4 autres familles de l'affaire des disparus de Lyon. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui a priori étaient des disparus du réseau d'Émile Louis, qui ont fini, ou les photos en tout cas, ont fini dans le réseau Zandvoort. Okay. Alors on peut imaginer que ce réseau était en fait une plateforme de centralisation de toute la production pédopornographique européenne. Et voilà, en le disant, ça paraît un peu évident. Ils avaient des moyens technologiques à l'époque, les années 90, je vous rappelle. Hein, c'est vraiment le tout début d'Internet. En 2000, 15 autres familles en dehors donc avaient reconnu formellement ces enfants sur les fichiers qui ont été consultés. Donc c'était, on vous passe des livres avec plein de photos. Il y a juste le portrait et à un moment donné, au milieu de milliers, vous reconnaissez votre enfant. Écoutez bien. Véronique Liègre, cette victime d'un réseau pédophile sataniste basé près d'Angers, elle s'est elle-même reconnue parmi les photos du fichier de Zandvoort. Elle a dit ça, c'est moi. Et ses 2 parents, qui avaient été condamnés pour viol et proxénétisme sur leurs 4 filles, mais aucun client de ce réseau, à l'époque, donc réseau d'Angers, je vous renvoie également à ce podcast, n'a été embêté. Pourtant, Véronique Liègre avait bien parlé de meurtres d'enfants et de rituels sataniques un peu partout en France et à l'étranger. Le réseau qu'elle a décrit était connecté avec d'autres réseaux, mais on n'a pas jugé utile de faire toute la lumière sur cette affaire. On a aussi retrouvé d'autres Français dans les carnets d'Ulrich, comme Patrick Busquet, qui a donné à Van der Plancken l'arme utilisée pour tuer Ulrich, et qui a reconnu connaître Van der Plancken depuis 1993. Également Jacques Duguay, pédophile revendicatif, a reconnu plusieurs de ses victimes, donc puisqu'une fois qu'il était en prison, sur les fichiers de Zandvoort. Il a pris 30 ans de prison en 2002. Mais il a été jugé comme un prédateur isolé. Alors qu'on sait bien, même par ses aveux ou les écrits, notamment il avait envoyé une lettre à un pédophile américain, qui est très intéressante à lire, où le gars se fait passer pour un amoureux des enfants, alors qu'en vrai c'est un vrai psychopathe qui veut juste souiller l'innocence et détruire les gosses. Donc lui, fier, revendiqué, en prison, on lui passe les photos, il dit celui-là, oui, celui-là je l'ai violé, etc. Ok. Donc ce fichier était une mine d'or, une mine d'informations. Ce fichier on l'a toujours, hein. Si jamais il y a des policiers qui nous écoutent, le fichier il existe toujours. Même si évidemment, 20 ans, 30 ans plus tard, comment on peut retrouver les photos des enfants, que sont-ils devenus? C'est de plus le temps passe et plus c'est difficile. En mars 2003, la juge Danielle Ringot clôt l'affaire des CD-ROM par un non-lieu. Non-lieu rendu sur la base d'un seul CD-ROM, alors qu'il y en avait plein, alors que 81 en tout identifications ont été réalisées. Aucune des familles qui avaient reconnu des victimes n'a été prise au sérieux. Soi-disant, écoutez bien, elles se sont toutes trompées. Elles croient reconnaître leurs enfants, mais c'est pas leurs enfants, ce sont des sosies. C'est des enfants qui ressemblent à leurs enfants. Voilà ce qui a été dit à ces 81 familles qui reconnaissent la photo de leur enfant disparu. Ok. Et après, alors il faut quand même signaler que certaines familles à qui on avait dit mais non, c'est pas ton enfant, c'est un portugais, c'est le réseau Thames Madère, c'est un portugais, c'est pas ton enfant. D'accord. Et ben ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils y sont allés, certaines familles, pas beaucoup, mais ils y sont allés, ils ont pris le billet, ils sont allés à Madère, ils sont allés voir les fichiers qu'avaient les portugais là-bas, et c'était pas vrai.
C'était pas vrai. Ce gamin, il s'appelle, soi-disant, les flics français lui avaient dit, ah mais non, c'est pas Mathieu. Enfin, je dis n'importe quoi. Il dit, c'est pas Mathieu, c'est Pedro Carlito, c'est un Portugais, etc., etc. Donc vous vous trompez. Ils sont allés au Portugal. Les gens ont dit, non, non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de Pedro Carlito. Cet enfant, on sait pas qui c'est. Voilà. Et on sera intéressé si vous dites que c'est le vôtre, ça nous intéresse. Je sais pas si vous imaginez le niveau d'étouffement et de couverture de cette affaire par les services de police. Du coup, suite à tout cela, la juge avait quand même été saisie du dossier en 2000, donc la juge Ringot avait demandé aux policiers de diffuser un fichier de 572 portraits d'enfants, donc ce qui fait quand même pas grand-chose, surtout qu'elles ont vu traiter un seul CD sur les, je sais plus combien, 11 ou 21. Et cela le plus largement possible afin que le public puisse les consulter. Donc c'était pas idiot de faire une sorte appel à témoins pour que les gens euh, reconnaissent leurs enfants. Et c'est seulement ensuite en fait que l'affaire est complètement partie en vrille, et certainement qu'il y a eu des interventions à un niveau plus haut. Au départ, la juge visiblement était un peu dans la même veine que le juge Conrott dans l'affaire du trou. C'est-à-dire qu'il prenait le dossier, il essayait de l'instruire normalement. Et puis il se rendait pas compte. Donc pour conclure, avoir l'ambiance qui entoure les CD-ROM de Zandvoort, l'affaire Chatwald, mais aussi toutes les affaires dans lesquelles il est question de réseau pédophile, on comprend bien que l'accumulation de dysfonctionnements sert à protéger la mafia de la pédopornographie. L'État français, j'utilise ces termes exprès, ne peut pas dire le contraire, et les piles de dossiers bourrés d'erreurs, clos systématiquement par des non-lieux et des classements sans suite, est là pour le prouver. Derrière, finalement, il n'est question que d'enfants violés et de pervers impunis, finalement. Et donc on va finir cet article en rendant un grand hommage à Marcel Verblosem, qui est pour nous un héros, qui est mort début 2018, donc de ses diverses maladies voilà, qu'on a pu rencontrer personnellement et à qui on a pu s'entretenir, qui nous a aussi donné des informations sur certaines choses dont on ne savait pas, certains détails de certaines affaires. Et voilà, je le répète, cette affaire-là, si vous ne deviez mettre le nez que dans une seule, celle-là est vraiment emblématique, même si c'était il y a longtemps et que c'était pas les mêmes moyens de ce qui existe aujourd'hui finalement. On voit que à l'époque c'était un peu différent. Il y a des journalistes qui enquêtaient, il y avait voilà, c'était un peu fait avec des gros sabots, les étouffements c'était un peu voyant, etc. Et on avait encore voilà, on pouvait aller donner un CD-ROM à un ministre de la Justice en se faisant filmer, etc. Aujourd'hui, tout ça évidemment n'est plus possible. Il y a des filtres, les choses sont beaucoup plus sophistiquées qu'à l'époque. Voilà. Allez, à la prochaine.